Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous proposer un retour sur le trade de Luka Doncic aux Lakers. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, on poursuit notre semaine des podcasts de la trade deadline. Normalement, hier ou avant-hier, vous avez dû écouter un premier épisode sur le transfert d'Anthony Davis aux Mavs et sur l'impact que peut avoir Anthony Davis aux Mavs. Deuxième épisode de cette série de la semaine, et d'ailleurs on est toujours avec Paul, et cette fois-ci, on parle de l'autre contrepartie qui est le mastodonte de cette trade deadline, c'est l'arrivée de Luka Doncic aux Lakers. Salut Paul, ça va ? Ça va et toi ? Eh ben écoute, je crois qu'il y a pire comme sujet que de parler de ce sujet-là, qui est quand même hyper enthousiasmant. Qu'est-ce que ça t'a fait toi de voir les Lakers récupérer une nouvelle fois une star, en l'occurrence Luka Doncic? Tu crois aux théories du complot là, qui disent, elles ont pas mal commencé à sortir là, chez les Américains, l'idée de dire qu'en fait la NBA commence à avoir du mal sur ses audiences, alors en fait ça arrange tout le monde que Luka aille aux Lakers. Qu'est-ce que t'en penses de ce truc? C'est compliqué de pas y croire, hein. Ouais. Mais non, j'y crois pas franchement par rapport à tout ce qui est sorti sur Nico Harrison et compagnie, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai que c'est compliqué de pas y croire quand tu vois toutes les théories et le trade en lui-même. Mais ouais, mais c'est encore une superstar aux Lakers, donc franchement, c'est quand même incroyable. C'est une franchise qui a toujours eu une superstar ou presque dans ses rangs, quoi. C'est dingue. Et puis à chaque fois, c'est pas la petite starlette, quoi. C'est vraiment la superstar. C'est un top 5 joueur NBA ou top 3, quoi. À chaque fois, c'est assez dingue quand même. Depuis 1980, dans leur star qu'ils ont eu, ils en ont drafté une seule. Est-ce que tu sais qui c'est? Kobe. Ah non, Kobe était drafté Ah non, par il le Charlotte. trade. Il le trade avec contre Vlade Divac. Bon, c'est la plus grande star de l'histoire de la franchise, hein. Ah bah Magic. C'est Magic. Mais sorti de Magic, que ça soit Karim, que ça soit Shaq, que ça soit Pau Gasol, que ça soit Anthony Davis, LeBron James, Kobe, maintenant Luka Doncic, tous ces joueurs-là sont arrivés soit par des trades, soit par des signatures lors de la free agency. C'est quand même un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire Mais que... je crois que même Magic, il a été signé par les Lakers, mais je crois que son pick est trade avant, dans les fins des années 70 ou un truc comme ça. Ah bah en plus, il y a une histoire Ouais, comme ça. il est tradé, je suis en train de regarder, il a été tradé en 76 par le New Orleans Jazz à l'époque. Donc ouais. Ah, tu vois, quand même incroyable le destin de cette franchise, de cette ville en fait, hein, qui attire les stars. Un jour, il faudra peut-être essayer de comprendre pourquoi ils arrivent autant à attirer les stars. Mais bon, ça va pas être le sujet du jour. Comme on vous l'a fait hier, l'idée c'est surtout de vous parler de jeu. Alors là, ça va être particulièrement compliqué de se projeter parce que Luka est tellement un joueur système. Mais l'idée, c'est de se poser la question de quel va être l'impact de Luka Doncic aux Lakers. C'est de l'arrivée de Luka Doncic aux Lakers qui vient avec Maxi Kleber qui va être réévalué dans 8 semaines. Donc il ne devrait pas jouer avec les Lakers. Et Markieff Morris qui a joué son premier match contre les Pacers puisqu'il a été utilisé. Dans un contexte où, en fait, je sais pas si tu es d'accord, mais en fait, LA a probablement plus accepté ce trade parce que tu peux pas le refuser qu'il ne l'a accepté pour jouer le titre dès cette année, quoi. Oui, clairement, ouais. Parce que je suis pas Là, c'est convaincu vision qu'il long soit dans terme, une meilleure position qu'avant le trade, pour le coup. Ouais, je suis assez d'accord. Après, on sait jamais, Luka, c'est un top 3 meilleur joueur du monde. Ça se trouve, il va débloquer des trucs qu'on va pas voir et tout, mais c'est une vision moyen terme, long terme, oui, ça c'est sûr. Ouais, je pense qu'ils sont plus saturés les 10 prochaines années. Ils ont un argument, on va en reparler, mais qui est énorme pour les playoffs, c'est qu'ils ont peut-être 2 des 3 meilleurs manipulateurs de défense de la ligue, et ça aura probablement un impact durant les playoffs. De l'histoire même. Ouais, voire même de l'histoire, ouais, tout à fait. Et ça aura certainement un impact pour les playoffs, mais on va revenir dessus. Il y a plein d'impacts aussi négatifs pour ce trade côté Los Angeles. Je te propose, Paul, que d'abord on se pose pour se demander un petit peu quel impact va avoir Luka Doncic en attaque pour les Lakers, et dans quelle mesure son arrivée vient impacter l'attaque des Lakers. Pour ceux qui n'ont pas trop regardé des matchs de LA cette saison,
globalement, c'est une équipe qui a quand même pas mal changé sa forme d'attaque par rapport à la saison dernière. Si on essaye de se tirer à grande maille les grands on va dire les grands changements qu'a imposé JJ Redick, c'est globalement une équipe qui joue plus vite que l'année dernière, avec plus de shoot dans les débuts de possession et plus notamment de cut au cercle dans les débuts de possession, de shoot à 3 points, pour profiter de ces instants où la défense n'est pas trop en place, et ça a plutôt bien fonctionné. Et le deuxième élément structurant, ça a été le fait de vider un peu la raquette, en demandant à l'intérieur d'être un peu plus au large, et donc du coup, beaucoup d'utilisation sur jeu placé de horn set, donc ce qu'on appelle les horn sets, c'est vous avez deux joueurs qui sont à droite et à gauche des lancers francs, vous donnez la balle à un des deux joueurs et ça initie de l'attaque par du jeu sans ballon par ailleurs. Et donc, l'attaque des Lakers a beaucoup tourné comme ça cette saison, puis après avec de l'initiation plus classique de pick and roll autour de Austin Reeves, autour de LeBron James. Et peut-être la première question que je peux te poser, Paul, c'est Luka Doncic, c'est quand même vraiment un vrai joueur système. Je pense que la bonne comparaison de Luka Doncic, elle est avec James Harden. C'est un joueur qui impose son style de jeu à son équipe. Est-ce que tu penses que ça va être toujours le cas avec les Lakers, alors que pour le coup, il est entouré différemment de ce qu'il a pu voir par le passé? Sur du très court terme, je pense que, enfin, oui et non, c'est-à-dire que oui, ça va être encore ce joueur système. Maintenant, là, l'effectif, il n'est pas construit autour de lui. Donc sur du très court terme, j'ai envie de dire non. Maintenant, oui, sur du moyen long terme, ils vont construire un effectif autour de lui, quoi. Genre, c'est sûr, d'ailleurs, ils ont déjà un peu essayé avec Mark Williams dans le profil. Finalement, ça s'est pas fait parce que, apparemment, il a les pieds en coton ou les genoux en coton, je sais pas, mais Je crois qu'il y a un peu mais tout qui est voilà. en coton chez Mark Ouais, Williams, hein. malheureusement, c'est un peu le problème, mais oui, sur du moyen long terme, ça va être le système aux Lakers, ça va être, Luka. Sur du court terme, c'est un peu différent. LeBron, il est encore là, il y a aussi du Austin Reeves. Il y a un effectif qui a quand même déjà une certaine continuité avec des résultats sportifs, hein. Ils ont gagné une bague il y a pas si longtemps que ça. Donc ce sera pas le système forcément, même si je pense que l'équipe, elle va de plus en plus être tournée vers lui. Ça se verra pas dès les premiers matchs, mais même dès la fin de saison, on pourra voir quand même un effectif qui commence à comprendre que c'est vers Luka qui doit aller. Mais oui, c'est un joueur système quand comme il y en a que très, très peu, dans la ligue, quoi. Et probablement d'ailleurs plus un joueur système que LeBron James. Et notamment que LeBron James aujourd'hui, qui pour le coup, depuis son passage enfin, il y a eu un peu des allers-retours. Son passage à Miami, il a un peu lâché de la balle. Après, il l'a retrouvé à Cleveland, il l'a retrouvé aux Lakers. Mais c'est un joueur un peu plus adaptable à son contexte que peut ne l'être Luka. En tout cas, c'est l'impression qu'ils peuvent nous donner. Et je trouve que c'est le premier élément, moi, qui va m'intéresser. C'est dans quelle mesure Luka va profiter de jouer avec un aussi gros playmaker presque que lui, en fait. Ou est-ce qu'il ne va pas vraiment en profiter? Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est le premier élément que j'ai envie de voir. C'est du coup, finalement, l'utilisation de Luka en deuxième initiateur par séquence. Ou à l'inverse, est-ce qu'il ne va pas être utilisé en deuxième initiateur et qu'en fait c'est le rôle de LeBron qui va complètement changer, tu vois. Et je ne sais pas si pour le coup il est capable de faire cette transition, parce que tu vois, si tu prends le cas de LeBron James quand il arrivait à Miami, il avait des qualités propres à lui qui collaient bien avec le fait de lâcher un peu la balle. Joueur extrêmement explosif, capable de cut très très fort au cercle, de jouer aussi comme un intérieur par séquence. Et en fait, les prédispositions de LeBron lui permettaient de lâcher un peu la balle et de cohabiter un peu avec Dwayne Wade. J'ai plus de mal à voir, je sais pas comment tu vois le truc, mais moi j'ai plus de mal à voir quelles sont les prédispositions de Luka qui peuvent lui permettre de plus exister sans le ballon et aux côtés d'un autre gros créateur pour les autres que ce que ça pouvait être le cas avec LeBron, tu vois, à l'époque Miami. Bah, déjà, il a quand même un shoot, donc tu peux quand même enfin, un peu plus l'utiliser en catch and shoot. Quand même, Luka, ses 3 points, ils rentrent, quoi. Même si c'est plus le pull-up qui rentre pas tant que ça, mais le catch and shoot, il rentre quand même de façon assez régulière. Après, oui, tu peux pas l'utiliser sur des cuts comme tu pouvais le faire avec LeBron, parce que s'il a pas du tout les mêmes qualités athlétiques de LeBron. Mais tu vois, ces dernières années, enfin ces derniers mois et depuis l'arrivée de Kyrie, on a vu quand même un Luka beaucoup plus utilisé off-ball qu'à une époque où c'était presque 100% on-ball. Donc on a vu des choses intéressantes dans des systèmes particuliers aux Mavs sous Jason Kidd. Donc je me fais pas trop de soucis que quand même il peut être utilisé off-ball, off the catch,
sur des systèmes. Après, la qualité de posage d'écran là, des intérieurs des Lakers, on verra ce que ça donne. Mais il y a quand même des très bons shooters, donc il peut aussi profiter de ça. Donc, ouais, je serais pas étonné qu'on revoie pas mal Luka être utilisé off-ball. Et il a quand même un coach qui peut lui donner 2-3 conseils, parce que JJ Redick, off-ball, je veux dire, ça va, il a fait 2-3 trucs quand même en carrière. Et, je pense que le truc aussi, c'est qu'avec LeBron, tu as aussi un joueur qui peut encore être utilisé off-ball, parce que le Ouais. pépère, les qualités athlétiques, il les a encore. Donc, finalement, j'ai envie d'être confiant sur le fait qu'il peut y avoir une vraie synergie entre les deux. Maintenant, elle durera, ce sera court terme, ce sera peut-être 2-3 ans, 4 ans max. Mais je pense qu'une vraie synergie est capable d'être faite entre les deux, ouais. 4 ans si LeBron joue jusqu'à 44 ans. Mais, Moi, je serais même pas étonné, hein, Ah ouais, franchement. ce serait dingo. Stat rigolote, alors c'est moins le cas cette saison. Cette saison, Lucas il est à peu près à 38-39% en catch and shoot à 3 points et à 33% en pull-up. Mais stat rigolote, l'année dernière, il avait exactement le même pourcentage à 3 points en pull-up qu'en catch and shoot, 37,8%. Ouais. C'est toujours Et rigolo, tu mais vois, c'est très solide sur catch and shoot, quoi. ouais, tout à fait. Le seul truc, c'est que je trouve que utiliser Lucas sans ballon, c'est vraiment presque dommage, tu vois. Au sens où, quand LeBron jouait sans ballon, il peut faire beaucoup de choses sans ballon. Des accès au cercle, le jeu de pick and roll en poseur, le jeu de catch and shoot. Ce qui m'inquiète un peu, ce qui je trouve dommage, c'est que Lucas, en fait, il peut que faire du catch and shoot finalement sans ballon. Alors, soit il arrive à développer, tu sais, un peu comme peut l'avoir Jimmy Butler aujourd'hui, c'est-à-dire un vrai sens de la lecture du jeu sans ballon, qui pour le coup serait une vraie nouveauté pour lui et un vrai apport potentiellement pour le futur. Mais s'il développe pas ça, bah, j'ai un peu plus de mal, tu vois, à voir où est-ce qu'il peut aller le chercher finalement ce truc-là. Mais on sait que ces énormes porteurs de balles, par moments, ça leur fait du bien aussi d'apprendre à jouer avec un autre énorme porteur de balles parce que tu peux pas tout faire tout seul et qu'à un moment donné, tu peux pas en fait aller jusqu'au dernier niveau, même si bon, il est quand même déjà en finale NBA. Mais tu peux pas aller jusqu'au dernier niveau en prenant tout. On sait que Lucas, en plus, tu sais, avec son physique, on a quand même beaucoup vu le fait que il arrive à tenir la première mi-temps, soit il est exceptionnel, soit il y a un creux, soit dans le troisième quart-temps, soit dans le quatrième, parce que physiquement, tu vois, normalement il explose, il prend tellement tout à sa charge qu'il explose. Et je trouve que c'est un laps de temps intéressant pour lui, ces 18 mois, pour peut-être essayer d'apprendre à exister un peu sans ballon, en n'étant pas simplement un catch and shooter, alors qu'aujourd'hui, bah, tout porte à croire que quand il joue sans ballon, il ne peut être qu'un catch and shooter, tu vois. Et je pense que JJ Redick peut l'aider là-dedans, LeBron peut l'aider là-dedans, et on verra s'il arrive à le faire. Pour le coup. Deuxième élément, peut-être qui va être intéressant de regarder, bah, c'est la relation Lucas-LeBron. Pour le coup, la relation directe Lucas-LeBron. En plus, Mark Williams n'a pas été trade finalement, donc les Lakers vont être un peu sécos à l'intérieur. En gros, ils ont Christian Coloco, qui quand il joue cette saison, franchement, c'est vraiment pas très bon. Ils ont Jamison, qui monte 2-3 choses intéressantes, mais c'est très léger. Et ils ont Jackson Hayes, qui fait probablement sa meilleure saison en carrière, qui a un rôle qui est très bien cadré, mais qui peut pas jouer plus de 15-20 minutes. Puis il y a des matchs où il va pas être dedans, tu vas pas vouloir le faire jouer. Par contre, il va apporter cette verticalité dont ils ont besoin. Et je pense que ça va être fonctionnel. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'ailleurs, de la saison de Jackson Hayes ? En fait, il est devenu jouable. Ouais. Donc finalement, c'est pas mal, quoi. C'est-à-dire quand t'étais pas jouable et que tu deviens jouable, c'est toujours ça, quoi. Maintenant, oui, le problème, c'est que là, je pense qu'il va être dans le 5. C'est pas un titulaire dans une équipe compétitive. Mais ces dernières sorties, en fait, elles sont pas mal, quoi. Parce qu'il a des gros playmakers à côté de lui avec LeBron et Reeves. Là, en plus, il aura Luka. Donc, honnêtement, t'as Luka, LeBron, Reeves. Ouais, il peut tourner sur des matchs à 15-17 points assez facile, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que cette saison, il est devenu jouable et que c'est une nouveauté pour lui. Parce que je pense qu'il est très bien coaché et que son rôle est très bien cadré en fait, et que ça permet de trouver un espace où en fait tu peux quand même le mobiliser. Je pense que sur une projection playoff, ce qui va être très compliqué, c'est que en fait il sera moins jouable sur le pick pour le coup, parce que sa qualité de playmaking sur le short roll elle est catastrophique. Mais on voit que sur des séquences de 10-15 minutes, il peut être en fait, tu vois, le mec qui est sous le cercle et qui profite d'un short roll, par exemple Luka Doncic, LeBron James, pour être allé chercher en verticalité. Et pour le coup, sur la verticalité, bah moi je le trouve bon, quoi. Tu vois, enfin, c'est un mec qui vraiment peut aller chercher des lobes assez hauts en se rapprochant du cercle. Et la protection de cercle,
elle est pas très bonne parce qu'il est naïf, mais s'il est positionné, elle est pas si mal finalement. Et son activité au rebond est pas si mal. Mais donc, probablement que Mark Williams n'arrivant pas, je sais pas si t'es d'accord, mais on peut imaginer que les Lakers vont pas mal jouer small ball avec LeBron James en 5 et probablement Jared Vanderbilt en 4 ou Hachimura en 4. Et donc, moi je serais pas étonné que la relation Luka-LeBron, on la voit pas mal sur pick and roll. LeBron, on le sait, il a développé cette capacité à jouer poseur de pick depuis quelques années. Tu le trouves comment toi d'ailleurs, LeBron, dans ce rôle de poseur de pick? Bah, très solide, quoi, parce que il a le corps d'un frigo, donc quand il pose un écran, ça va, c'est pas mal. Et vu qu'il y a un passing exceptionnel, ça marche très bien, quoi. Bah ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi, hein. Je trouve que sur ce rôle-là, c'est un rôle où il est très très fort parce que pour le coup, son playmaking est super bon sur le short roll. Sa capacité à rouler le cercle est très bonne. Peut-être juste, on sait que c'est un rôle qui demande beaucoup d'énergie, c'est pour ça que notamment les grands souvent sont vite fatigués. Et que sa capacité à le faire à haut volume, elle est peut-être pas, réaliste en fait. Et que ça pourrait être qu'à petit volume. Est-ce que tu imagines qu'ils développent un peu une relation les deux? Et si oui, tu l'imagines sur quoi le développement de cette relation entre LeBron et Lucas? Bah, déjà sur du pick and roll ou du pick and pop entre les 2, t'as plein d'options possibles, en fait, hein. Même sur du pick and roll avec Luka qui roll, hem, sur des espèces de zoom action où, tu vois, Luka est utilisé off ball ou LeBron aussi, ou alors, LeBron, sur des cuts à 45° et Luka qui vient le chercher et cetera. Je pense que tu as plein d'options possibles et limite je me dis: «Est-ce que tu as des options qui sont pas possibles?» Si les seules options qui sont pas possibles, c'est Luka un peu sur des cuts parce qu'il a pas de qualité athlétique, il est pas si rapide que ça, donc tu as pas la meilleure solution du monde, mais sinon, tu as plein d'options possibles pour, utiliser les 2 quoi. Je pense que autre élément, on devrait beaucoup voir LeBron. Je l'ai dit, JJ Redick a construit un jeu de mi-terrain qui est beaucoup basé. Enfin, leur free flow en fait, c'est leur run-set. Clairement, hein, leur jeu en fait, quand ils réfléchissent pas, c'est balle poste haut et on tourne autour des deux gars qui sont poste haut. Et donc, je pense que l'élément qui va être intéressant pour eux, c'est que là où Anthony Davis avait un gros volume de ballon poste haut, où il devait assurer de la création, je serais pas surpris que LeBron reprenne ce rôle-là et qu'on le voit beaucoup jouer là-dessus. On le voyait pas mal aux Cavs d'ailleurs jouer dans ce rôle-là, et notamment une série de playoffs contre Toronto qui est connue, où ils enchaînent 4-5 fois le même handsplay et qui fonctionne très très bien, avec LeBron. Mais de manière plus générale, comment tu te projettes sur l'attaque des Lakers avec ce nouveau roster? Bah, on l'a vu dernièrement, ils sont souvent en five out avec, Vanderbilt en 5, enfin qui shoot pas vraiment, mais du coup voilà, ils sont en small ball plus que five out ou alors avec Hachimura en 5. Et en fait, ça crée énormément d'ouverture pour drive, enfin pour les porteurs de balles que sont LeBron et Reeves. Donc dernièrement, tu as une attaque qui marche, super bien et tu as aussi plus d'attaque du panier avec le retour de Vanderbilt qui, est vraiment beaucoup plus agressif que tous les autres joueurs, sur le rebond offensif. Donc moi, ce que j'ai vu dernièrement offensivement, tu vois, c'est des bons systèmes qui mettent en valeur un peu tout le monde sur le terrain. Alors ils ont perdu Christie qui avait un rôle important, mais du coup, ils ont récupéré Connect là, dans le trade qui finalement est pas parti. Donc tu as des mecs comme Vincent et Connect qui, alors Vincent, c'était compliqué à 3 points en début de saison, mais là, il commence à les C'est remettre, pas il est mal beaucoup là. plus en confiance. Il est même un peu utilisé on ball par moment. Connect aussi, tu vois? Enfin, donc tu as beaucoup d'options, que ce soit on ball, mais aussi off ball avec du Hachimura qui shoot bien, l'arrivée de Finney-Smith qui shoot aussi très bien, plus les Vincent et les Connect. Donc en fait, du poste 1 au poste 4, offensivement, enfin, tu as presque pas de défaut, quoi. Je suis Ça manque peut-être un peu d'athlétisme pour apporter un peu de variété, mais c'est enfin, même Hachimura et Dorian Finney-Smith, tu vois? Ça va, ils sont pas non plus, ils ont quand même un corps, physique NBA athlétique. Et puis Jackson Hayes aussi, hein, qui mine de rien donne ses minutes et qui est hyper athlétique pour le coup. Tu vois, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas trop aimé le trade de Mark Williams de premier abord. Parce qu'en fait, Mark Williams, sa saison à Charlotte, elle est offensivement super bien. Il n'y a rien à dire, tu vois, offensivement, quand il joue, il est bon, parce qu'il a une certaine autonomie, il est capable de mettre un peu, tu vois, des bras roulés. On nous a vendu un mec qui a de la verticalité. J'étais un peu moins d'accord là-dessus. Je trouve pas qu'il ait tant de verticalité que ça, Mark Williams. Mais par contre, il faisait une saison défensivement qui était plutôt très mauvaise. Et je trouve pas, tu vois, que pour l'instant, les Lakers aient spécialement besoin
d'une lob threat en plus, tu vois. Comme si ça viendrait leur apporter énormément d'avoir d'un coup un intérieur supplémentaire qui a de la présence près du cercle sur le lob. Parce que je pense que cet élément-là, ils sont parfaitement capables de le compenser par ce que tu as décrit, c'est-à-dire du 5-out qui leur permet de générer de l'attaque de cercle plus facilement. Puis Lucas est bon en plus pour aller chercher l'attaque de cercle. Ils ont Jackson Hayes quand même sur certaines séquences s'ils ont besoin de ces lob threats. Et en fait, tu vois, moi, l'arrivée de Mark Williams dans ce contexte-là, je la comprenais pas complètement, tu vois. Et je suis pas inquiet. Mais il y a plusieurs trucs. Moi, je trouve que sur les derniers trucs que tu as dit, je pense que si, ils ont quand même besoin d'une lob threat et plus d'un rim runner, donc qui est capable de protéger le cercle, en plus d'être une lob threat. Parce que si Hachimura, dans un contexte de playoff, ou Dorian Finney-Smith, ils mettent pas leurs 3, t'aurais été content d'avoir un vrai rim runner plus jouable quand même que Hayes, qui t'apporte en fait des points sur un pick and roll avec Luka et LeBron, quoi. Donc premier élément. Ensuite, sur le trade de Mark Williams, pour moi, le problème, c'est qu'ils avaient beaucoup trop envoyé en termes d'assets, notamment un unprotected first et un swap first, sachant qu'ils avaient plus beaucoup de picks pour un mec qui était blessé et qui défend plus. Donc le problème, il était là. Maintenant, c'est un mal pour un bien, je pense, le fait que le trade il était annulé, parce que finalement, bon voilà, le mec il est trop blessé, quoi. Il a peut-être même plus un corps NBA jouable. Mais donc tu gardes tes assets. Et je pense que si tu gardes tes assets parce qu'ils étaient un peu en panique aussi, là, ils se disaient, putain, il nous faut absolument un pivot. Donc c'est peut-être mieux comme ça. Ok, on n'a pas de pivot, on va forcément galérer à un moment en playoff. Mais au moins, on garde nos assets et on prendra un vrai rim runner ou un vrai rim protecteur cet été. Il y aura peut-être du Claxton de dispo, je sais pas, ou d'autres joueurs et tout, et qui est beaucoup plus viable que Mark Williams. Et avec qui, du coup, là, tes first pick, tu auras peut-être plus de raisons profondes de les envoyer, quoi. Ouais, Claxton faisait un peu figure d'évidence pour le recrutement, et tu peux ajouter que Dalton Knecht, à moyen terme, la projection d'avoir Dalton Knecht avec Doncic, elle est un peu évidente, même s'il sera peut-être retrade cet été, mais tu vois, c'est un joueur qui sur le papier complémente très très bien Luka Doncic. Alors, je suis d'accord avec toi, hein. Je parlais vraiment que d'attaque. Effectivement, tu serais probablement content d'avoir un mec qui peut rapprocher du cercle et avoir cette menace au cercle, mais en fait, je me dis, ils ont tellement d'options de création offensive. Ah, tu vois, c'est quand même une équipe qui va avoir LeBron James, Luka Doncic et Austin Reeves. C'est-à-dire qu'en fait, cette équipe, elle peut potentiellement être sur le pick and roll un peu injouable parce que tu auras toujours un mismatch à attaquer avec un joueur qui est, dans le cas de LeBron et Luka, élite sur le pick and roll, et dans le cas d'Austin Reeves, allez, on va dire qu'il est juste en dessous du élite, tu vois. Il est juste très très bon. Il est peut-être pas élite sur le pick and roll, ça serait un peu excessif, mais il est juste très très bon sur le pick. Et donc, j'ai l'impression qu'ils ont tellement d'options offensives viables que, ok, ils ont juste pas ce truc de la love threat qui est intéressante, mais qui vont arriver à le compenser. Et là où, pour le coup, pour moi, elle est assez préjudiciable, effectivement, on va revenir dessus, c'est plus sur la partie défensive, où là, pour le coup, ils ont énormément perdu. Avant qu'on attaque la défense, comment tu te projettes, toi, avec Austin Reeves, pour le coup, dans ce nouveau roster? Austin Reeves qui était meneur de jeu depuis le début de saison, qui poursuit sa progression constante et qui commençait à devenir vraiment très intéressant en porteur de balle primaire. Comment tu le projettes, toi, là, dans Austin Reeves? Alors déjà, avec le départ de D'Lo, on a vu beaucoup plus de ballons à donner à Austin Reeves. Je trouve qu'au départ, c'était un peu problématique. On a vu un peu les limites d'Austin Reeves. Maintenant, il y a eu un ajustement et finalement, dernièrement, c'est très très bien. Et là, il sort d'un énorme match face aux Pacers où il met 45 pions, où il est injouable sur le pick and roll, et même en ISO où il a été vraiment fort. Donc, j'ai vu des mecs dire ouais, il faut trade Austin Reeves parce que là, tu n'as plus besoin de création offensive. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un troisième créateur offensif derrière tes deux options 1 bis en attaque. Ensuite, LeBron, il a 40 ans, donc tu es content d'avoir un Austin Reeves. Si du jour au lendemain, LeBron, il en a marre de jouer au basket et qu'il prend sa retraite, donc tu es quand même content d'avoir Austin Reeves derrière. Et en plus, Austin Reeves, il a un des meilleurs contrats de la ligue. Et si tu le trades, c'est 11 millions, tu peux pas avoir un meilleur rapport qualité-prix que Austin Reeves, quoi. Enfin, j'y crois pas. Donc, je pense qu'il faut qu'il garde Austin Reeves. Je pense pas que ce soit un asset à envoyer dans un trade. Après, évidemment, ça dépend de l'offre. S'il y a une équipe qui met une énorme offre et que c'est parfaitement ce qu'il te faut, toi, en termes de besoins, là, ok, tu réfléchis. Mais je pense qu'ils ont intérêt à garder Austin Reeves dans l'effectif et à pas le trade cet été, par exemple.
Ce que je trouve intéressant avec Austin Reeves, on l'avait vu il y a 2 ans lors de sa saison, son explosion. Ce que je trouve très intéressant avec lui, c'est sa capacité à arborer plusieurs rôles et à être bon dans plusieurs rôles. Je pense que c'est essentiellement dû à... Enfin, c'est un joueur qui a un Q basket, je pense, de très haut niveau. Et on avait vu il y a 2 ans, on l'avait vu alterner dans un rôle de sixième homme. Après, on l'avait vu dans un rôle un peu plus de porteur de balle secondaire. On l'avait un petit peu vu dans un rôle de porteur de balle primaire, mais ça n'avait pas trop marché. Et je trouve que ce qu'il ne faut pas sous-estimer avec Austin Reeves, c'est sa capacité à s'ajuster à plusieurs types de rôles et à être bon et à toujours produire malgré les rôles qui changent. Donc, je suis pas trop inquiet sur le fait qu'il va continuer à avoir de l'apport. Voilà, la seule question qu'on peut se poser, c'est que sa valeur marchande, elle risque d'être tellement bonne cet été qu'il sera peut-être effectivement le parfait levier pour recruter un big. Paul, je te propose qu'on passe au sujet qui risque d'être plus délicat. Le sujet de la défense des Lakers avec ce nouveau roster. Je sais que tu as pas mal regardé les Lakers dernièrement. T'as bien aimé, toi, ce que tu as vu défensivement, notamment depuis qu'Anthony Davis est blessé? Ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils mettent en place défensivement. Là, ils ont fait des gros matchs contre les Knicks et les Pacers, qui sont quand même des équipes compétitives, presque contenders. Bon, il y en a qui mettront les Knicks contenders, mais c'est pas le sujet. Il y a un truc qu'ils ont, tu vois, très bien fait, où ils ont été très disciplinés et ça a super bien marché, c'est les prises à deux sur les intérieurs que sont Kat et Siakam. Et ils ont eu énormément de mal. En plus, ils ont fait un très mauvais match donc, contre les Lakers, les deux, parce que les prises à deux étaient très bonnes, dans le bon tempo, dans le bon timing. Et donc, on a une défense des Lakers, je crois, sur les 20-25 derniers matchs, ils sont genre top 5 ou top 10, je sais plus. Donc, même sans Anthony Davis, alors il a quand même joué une bonne partie des matchs, mais dernièrement, AD, il jouait plus et ils ont continué à garder une défense efficace avec des principes, tu vois, qui marchent bien, comme la prise à deux sur les intérieurs, où le passing, il n'est pas si exceptionnel que ça. Il y a des joueurs aussi, je trouve que l'arrivée d'un Dorian Finney-Smith, elle est très cool parce que lui, il est capable de défendre en fait sur des postes 4, 3, 2, voire même 1. Il a très bien défendu face à Steph qui il met presque 40 points, mais en fait, il met 37 points sur 35 shoots. Donc, il a fait un gros match en défense sur Steph. Donc, il y a des options en défense. Je trouve qu'il y a des mecs aussi qui se donnent un peu plus, comme Dalton Connect dernièrement, où on l'a vu se donner un peu plus en défense point of attack. Gabe Vincent, quand il est à 100% physiquement, il est quand même relou en défense. Le retour de Vanderbilt te fait du bien parce que alors, en protection, il n'est pas vraiment jouable en 5 parce qu'il est trop petit. En protection de cercle, c'est pas ça. Par contre, il a une grosse mobilité latérale, donc c'est pareil, quand il doit switch sur des guards, il est très à l'aise. Donc on a les Lakers avec des principes défensifs et des mecs qui se donnent un peu plus en défense, plus le recrutement de certains gars qui ont une défense qui fonctionne bien, quoi. Après, on verra en playoff. Évidemment que le manque de rim protection et même le manque de défense point of attack, ça peut être préjudiciable, évidemment, parce que quand Luka, Reeves et LeBron sont sur le terrain, t'as plus grand monde pour défendre. Donc on verra, mais dernièrement, en fait, ça fonctionne bien, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a 2 éléments sur leur défense qui sont fonctionnels. Effectivement, tu l'as décrit, il y a la dimension du plan de jeu défensif sans Anthony Davis qui marchait plutôt bien. Je reviens pas, tu l'as décrit, très agressif sur les prises à deux, avec des rotations qui sont bien exécutées. Le deuxième élément qui faisait que cette défense marchait bien pour moi, c'est l'énorme volume de jeu et de capacité de course des joueurs qui étaient sur le terrain. C'est-à-dire que ça soit Gabe Vincent, Max Christie, Dorian Finney-Smith, Hachimura, Vanderbilt, c'est des joueurs qui ont une capacité à assurer un volume de course qui est super important. Et on va revenir dessus, mais ça, pour le coup, dans leur équilibre de leur 5, ils vont vachement le perdre. Alors Reeves a aussi cette capacité du volume quand même qui est intéressante. L'autre élément, c'est effectivement qu'il était plutôt très bon sur le point of attack, et notamment, il y a 2 mecs qui étaient beaucoup mobilisés sur le point of attack. Il y a Gabe Vincent qui ressort un peu de nulle part et qui est plutôt pas mal dernièrement là-dessus. Mais enfin, le deuxième, c'était Mac Christie, et qui est parti, et qui pour le coup, ils perdent cet élément qui était un peu clé dans leur défense, là, qui était très fonctionnel dernièrement. Donc, on perd Max Christie, il n'y a plus que Gabe Vincent sur le point of attack. Mais donc, dans cette équipe qui va, à minima, jouer une trentaine de minutes par match avec et LeBron et Luka Doncic sur le terrain. Ce qu'on voit dernièrement défensivement, je ne sais pas si c'est reproductible avec 2 joueurs qui ont des faibles volumes de jeu défensif, qui ont des faibles volumes de course défensif. Et j'ai peur que ce qu'on a vu de bien dernièrement ne soit pas reproductible en ayant 2 joueurs comme ça sur le terrain.
Et là, cette fois-ci, la saison dernière, il pouvait avoir parfois un peu ce problème-là. Il était compensé par la présence intérieure d'Anthony Davis exceptionnelle. Elle ne le sera pas. Et donc, j'ai peur que là, défensivement, ça prenne vite l'eau dès la saison régulière. J'ajoute que leur système défensif hyper agressif, c'est des systèmes défensifs, donc qu'ils ont dernièrement, c'est des systèmes défensifs qui marchent très bien en saison régulière. Dans les playoffs, quand tu es face à des bons manipulateurs de défense, ça peut vite un petit peu sauter pour le coup, et tu peux vite te retrouver dans une situation où en fait les rotations sont bien lues, les prises à deux, on arrive à les anticiper, et tu te fais avoir parce qu'à la fin, t'as pas le protecteur de cercle qui permet de compenser les écarts. Ça me fait penser à une équipe d'ailleurs, là-dedans. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a une équipe qui défendait avec un peu les mêmes principes de jeu défensif, qui avait été fonctionnelle pendant 6-7 matchs avant que le Covid arrive. Et malheureusement, en playoff, il s'était fait avoir sur de la manipulation de défense. C'est les Rockets de Mike D'Antoni. Avec Russell Westbrook et James Harden, quand ils avaient trade Clint Capella pour Robert Covington, il y avait eu un space de 10-15 matchs. En fait, ça marchait plutôt pas mal. Et puis quand on arrive en playoff, en fait, tu vois, la capacité à s'ajuster des coachs et des équipes avait fait que tu prenais plein fouet tu vois, ton manque de protection de cercle et que c'était plus fonctionnel dans ce contexte-là. Moi, je ne serais pas étonné que autant leur attaque va devenir très très bonne, je ne serais pas étonné que leur défense chute vraiment sévèrement, quoi, tu vois. Et là-dedans, je suis curieux d'avoir ton avis. Je trouve qu'il y a un joueur qui est important, c'est LeBron en fait. C'est quel est le volume d'énergie que met LeBron désormais en attaque et en défense, tu vois, dans cette jauge-là. Et je sais pas comment tu te projettes là-dessus. Bah, en fait, la question, c'est est-ce que parmi Reeves, LeBron, Luka, il y en a un qui va se donner beaucoup plus en défense? Parce que je trouve que LeBron, il a beaucoup moins d'impact cette saison parce que défensivement, des fois, il est vraiment à l'ouest, quoi. Enfin, il y a plus d'efforts, quoi. Donc, c'est compensé par le fait qu'il avait beaucoup la balle en main en attaque. Et donc, même s'il y a eu un peu un coup de moins bien au début de saison, quand il a la balle en main dernièrement, là, c'était quand même assez ouf. On retrouve un mec qui est dans la discussion pour être un top 5 player NBA, tu vois. Mais ouais, il va falloir que. Bah, en fait, vu que LeBron et Luka, ils auront peut-être moins la balle en main que ce qu'ils avaient dans leurs conditions respectives, va falloir qu'il y en ait un ou deux qui se motivent plus en défense, quoi. Et pareil pour aussi Reeves. Sauf que bon, les trois, ils sont limités, LeBron par son âge et Luka et Reeves par leur qualité athlétique, quoi. Maintenant, Luka, c'est toujours une question d'envie parce que Luka, on sait que la mobilité, il l'a quand même quand il se donne à 100%. Maintenant, oui, est-ce qu'il va se donner à 100% et tout? Donc, il y aura des efforts. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des efforts à faire de ces trois joueurs. Je mets quand même aussi Reeves aussi dans le lot. Parce que si sur des séquences, en fait, tu touches pas la balle en attaque parce que c'est entre Reeves et LeBron, bah, Luka va falloir qu'il se donne aussi en défense, que sinon, l'impact, il sera moins présent, quoi. Pour moi, la seule marche possible là, sur les trois, elle est vraiment. Possible. Crédible, pardon. Peut-être pas possible, parce que possible, on peut tout imaginer, mais crédible, c'est LeBron en fait, parce que je vois pas Lucas, tu vois, il va faire des efforts, mais comme tu dis, il est plutôt limité. Reeves, je pense qu'il va aller faire les efforts, mais il est limité. LeBron, il a la capacité d'être un bon défenseur, la question, c'est le volume. Et on a vu, par exemple, tu vois, avec Team USA cet été, parfois se mettre dans des dispositions de grosses implications défensives. Maintenant, s'il le fait, ça risque probablement d'impacter un peu, tu vois, son volume offensif, ses stats offensives. Je pense que c'est un joueur pour qui ça compte quand même, tu vois, de toujours être un gars au-dessus des 23 points, 8-9 passes, tu vois. Est-ce qu'il peut accepter de descendre dans tout ça? Ça, j'en suis pas complètement sûr, tu vois. J'en suis pas complètement sûr. Mais pour moi, voilà, le gars un peu shifter là-dessus, c'est LeBron, parce que c'est lui qui peut faire en sorte que t'aies pas... que tu ne trouves pas ce problème de volume de jeu défensif, tu vois, qu'ils risquent d'avoir quand ils ont tous ces gars sur le terrain. Mais bon, moi je suis assez pessimiste pour la partie défensive. Comment tu les projettes? Peut-être tu vois d'autres éléments de jeu avant qu'on passe sur la projection de la fin de saison des Lakers? Ou est-ce que pour toi, on a fait un bon tour des éléments de jeu? Non, on a fait un bon tour. Le seul truc que je trouve décevant cette saison, quand même, aux Lakers, c'est la transition, que ce soit en défense. C'est quand même la deuxième pire défense de transition de la ligue. Et en attaque, ils étaient toujours dans le top 10 en termes de fréquence depuis 2016. Cette année, ils sont que 17e en fréquence. Donc il y a un sujet au niveau de la transition où je pense que là, avec Luka, il va falloir plus pousser la transition. Parce que tu as quand même trois passeurs, donc il y a des mecs qui devront faire plus d'aller-retour et tout. Maintenant, est-ce que la défense de transition va être meilleure? En vrai, ça se trouve, elle sera encore pire. Donc je pense qu'il y a un sujet sur la transition, mais sinon, non, on a un peu tout abordé. Ouais. Ce qui est cool pour eux, c'est donc sur une équipe qui joue moins la transition cette année. Donc,
mécaniquement, qui jouent beaucoup de jeux demi-terrain, ils sont ultra armés pour le jeu demi-terrain, quoi. Donc au moins, tu vois, ça peut être l'élément rassurant. Si le jeu se ralentit, ils seront hyper armés. Comment tu les projettes sur cette fin de saison? Est-ce que pour toi c'est un contender? Est-ce que pour toi c'est un challenger? Est-ce que pour toi ils sont cuits? Finito? Comment tu le vois? Euh, je les projette moins haut que les Mavs. Tu vois, je pense que les Mavs, ils peuvent. Il y a un scénar où les Mavs, ils peuvent aller au bout, tu vois. J'y crois pas trop parce que je trouve que là, il y a une continuité qui a été sacrifiée, mais je pense qu'ils peuvent aller au bout parce ils ont pas trop de défauts dans leur effectif. Ils ont plus des défauts généraux, mais moins que structurels comme les Lakers. Mais je pense quand même que les Lakers peuvent faire du grabuge en playoff. Que ça se trouve, face à des match-ups, le manque de défense intérieure et le manque de défense au global va pas trop se voir. Et en fait, ça se trouve, tu as une attaque qui sera injouable. Et ok, tu prendras 2 points d'autre côté, mais en fait, tu en mettras 2 ou 3 à chaque fois en attaque. Et contrairement aux Mavs qui sont un peu plus tu vois, là, genre, les Mavs, ils sont 8e. Eux, les Lakers, ils sont quand même 4e. Donc, ils n'avaient pas là une blessure de un de leurs deux meilleurs joueurs. Donc, du coup, ils ont quand même bien carburé là sur la régulière. Donc, en fonction des adversaires au premier tour et en demi de conf, moi, tu vois, je peux encore les imaginer faire une finale de conf, quoi. Je serais pas étonné. Luka et LeBron, c'est quand même des joueurs parfaits pour les playoffs. Tu sais que tu n'auras jamais de problème en attaque, j'y crois pas trop. Donc, vu que l'attaque, j'ai l'impression qu'elle sera toujours à minima fonctionnelle, en fonction des match-ups, évidemment en fonction des match-ups, parce que ça se trouve, en fait, ils font un premier tour contre une équipe ultra athlétique et ils sont tabassés au rebond et en fait, ils font rien, ils se font sortir 4-1. Mais c'est aussi une équipe qui peut bien faire chier tout le monde et faire des finales de conf, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont un calendrier sur Mars qui est démentiel. En fait, là, ils ont un calendrier un peu tranquille, donc forcément, il y a le retour de bâton après. Et à partir, je crois, c'est à partir du 27 février, c'est un truc de fou. Ils jouent 2 fois au KC, ils jouent Houston une ou deux fois. Enfin, ils jouent que des top 10 NBA pendant un mois. Donc, je pense qu'on en sera plus à ce moment-là. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que dans la conférence Ouest, en fait, je trouve qu'ils ont un match-up qui leur va peut-être pas si mal finalement, c'est celui d'OKC. Parce que, en fait, pour contrer le 5-out de KC, ils ont un peu le matos. Ils peuvent en plus les faire chier de l'autre côté. C'est pas si mal finalement, tu vois. Mais le problème, c'est que tous les autres match-up, je les trouve terribles pour eux, quoi. À part Houston, je trouve que le match-up de Denver, je le trouve horrible pour eux parce qu'en fait, là, pour Jokic, t'as vraiment rien de chez rien. Le match-up de Memphis, qui joue quand même hyper grand et hyper athlétique, attaque de cercle, je trouve qu'ils ont que dalle. Pour les Mavs, un peu le même problème, même si voilà, ils vont être super forts en attaque. Hein. Et je trouve qu'ils ont énormément de match-ups difficiles et je serais pas surpris, tu vois. Déjà, je serais pas surpris qu'ils descendent jusqu'au play-in vu le mois de février qu'ils ont. Parce ils sont 4e, mais ils sont mine de rien finalement qu'à 3-4 matchs sur des équipes qui carburent vite derrière. Donc ça peut redescendre au play-in. Quand je regarde les équipes du play-in, il n'y a pas une équipe où je me dis ils peuvent pas les sortir, mais je serais pas surpris que ça sorte dès le premier tour, tu vois, sur des limites structurelles qui font vraiment mal. Et qu'après, bon, bah, tu construis, tu vois, cet été avec la recherche de cette protection de cercle, quoi, tu vois. Je pense qu'ils sont clairement moins forts qu'avant, à l'instant T. Hein. Ils sont clairement moins forts qu'avant quand ils avaient Anthony Davis. Où je pense Je suis pas sûr, ça, moi. Tu penses pas qu'ils sont moins forts? Clairement moins fort, non. Ok. C'est possible qu'ils soient moins forts, mais quand même, on parle de Luka Doncic, c'est un top 3 meilleur joueur du monde. Il peut débloquer tellement de choses en attaque, où finalement, l'attaque des Lakers ces dernières années, elle n'était pas si ouf que ça. Et je fais confiance au coaching sur ce que j'ai vu pour avoir une défense qui est viable. Ce sera peut-être pas le cas en playoff, mais sur la régulière, ouais. Donc je les trouve pas clairement moins forts, non, je suis pas d'accord. Moi, je les trouve moins forts parce que le trou laissé par Anthony Davis, il est énormissime et que Lucas va te faire progresser ton attaque. On l'a dit, offensivement, franchement, ils peuvent construire un truc là sur 2-3 mois. En plus, ils sont, voilà, on l'a dit plusieurs fois, ils sont plutôt vraiment très très bien coachés. Mais le truc, c'est que là, vraiment, tu vois, là, défensivement, c'est pour ça, hein, pour moi, qu'ils sont clairement moins forts, c'est que là, vraiment, défensivement, sur un aspect tellement clé du jeu, qui est la protection de cercle, c'est pas simplement qu'ils ont baissé, c'est qu'ils sont déplumés.
Les équipes qui sont déplumées, on verra ce que ça donne, mais qui sont déplumées sur la protection de cercle, j'ai un peu peur. Sur la saison régulière, quand je dis qu'ils peuvent descendre au play-in, c'est pas pour moi parce qu'ils s'effondrent, hein. C'est juste parce qu'en fait derrière ça carbure fort en fait, et qu'en fait dans cette conférence Ouest, quand t'es quatrième, si doucement ton bilan se rapproche des 55-60% et qu'il est plus à des 52-58% et qu'il est plus à 65%, en fait t'es vite septième, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Et en playoff, j'ai expliqué ce qu'il en est. Pour moi, c'est vraiment un trade où tu acceptes en fait l'idée d'être moins fort cette année parce qu'en fait, il t'offre, peut-être pas 10 ans, moi je trouve les gens ils abusent un peu sur 10 ans, mais il t'offre 5-6 ans, 5, 6, 7 ans où tu peux être un contender si tu fais pas n'importe quoi. Mais je pense que ça risque d'être un petit peu dur à court terme. Tu veux qu'on dise 2 mots sur la construction ? T'attends quoi toi cet été côté Lakers ? Protection de cercle, comme on a dit. Claxton, ça peut être sympa. Après, le truc avec les intérieurs, un peu comme Claxton, c'est que même les équipes, quand elles reconstruisent, elles essayent de garder ce genre de profil dans leur reconstruction. Que c'est des profils tellement rares, finalement, sur le marché, que quand t'en as un, même quand tu reconstruis, t'as envie de le garder, quoi. On a vu les Pacers dans un autre type de joueur, mais avec le Miles Turner, qu'ils ont drafté de 2K14 ou 2K15, je sais plus. Et ils l'ont gardé dans leur reconstruction, parce qu'avoir un pivot qui finalement est pas trop mal en protection de cercle, c'est pas ouf, mais voilà, il fait quand même ses 2 blocs par match. Et le fait qu'il puisse stretch, t'as envie de le garder, t'as pas envie de t'en séparer, quoi. Donc ça va être compliqué d'aller chercher un rim runner élite, mais ils ont encore des assets, donc je pense qu'ils peuvent y arriver. Et ensuite, plus de défense quand même sur le point of attack, je trouve que c'est quand même un peu light. Vincent, si les 3 ils rentrent pas, il reste quand même. Je suis pas sûr qu'il soit positif, tu vois, sur le terrain. Donc plus de défense point of attack, plus de protection de cercle. Et ensuite, on verra s'il manque aussi d'autres aspects sur le jeu sur la fin de saison, quoi. Moi je trouve que effectivement Nick Claxton, le problème c'est que quand tu veux attirer des free agents comme les Nets, en fait avoir un pivot plus que fonctionnel, de bon niveau, qui est à 19% du cap, 16%, 13%, 11% sur les 4 prochaines années, c'est du pain béni. Donc effectivement, c'est un peu, tu vois, tu parlais d'Austin Reeves tout à l'heure, il y a un peu le même effet qu'Austin Reeves. Le mec est bon, le mec est payé pas cher, t'as qu'une envie, c'est de le garder, quoi. Et effectivement, c'est compliqué de le trade. J'ai un peu peur pour les Lakers qu'ils soient bloqués par les décisions de LeBron James, parce que je trouve qu'en fait, ils auraient tout intérêt à ce que assez rapidement. Je pense que, tu vois, je suis pas loin de penser que c'est un espèce de scénario idéal si LeBron prend sa retraite cet été et que ça te permet vraiment de libérer 50 millions de cap et puis tu construis tout de suite autour de Luka. J'ai peur qu'il y ait un an et demi où ils sont un petit peu coincés par cet aspect-là. On va pas pleurer, hein, t'es quand même content d'avoir LeBron James, mais 2 joueurs au profil un peu similaire qui te prennent 100 millions à 2, donc t'es à 85% de ton cap. Je trouve que c'est pas idéal. Dans le cas où LeBron en reste, je suis d'accord avec toi, peut-être sacrifier 1 ou 2 assets pour aller trouver déjà cet intérieur menace verticale et protection de cercle qui réglera déjà pas mal de problèmes et qui fera de cette équipe une équipe vraiment très compétitive. Et le point of attack. Ça aurait été tellement mieux pour les Lakers de trade Dalton Knecht plutôt que Max Christie, je pense, dans le cadre de ce transfert-là. Mais bon, ils vont pas pleurer. Ils ont déjà récupéré Luka Doncic contre un mec qui a 32 ans, qui est certes un top joueur, mais qui a 32 ans. Fallait peut-être pas non plus trop abuser, quoi. C'était la limite du truc. Sûr. C'était la limite du truc. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur ce transfert et sur cette situation des Lakers ? Est-ce que toi, tu crois que. Parce que j'ai vu des mecs dire il y a quand même un scénario crédible pour où Luka se casse en 2026. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a plus de chances qu'il reste ou qu'il se casse ? Je pense qu'en tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les Lakers, ils n'ont pas la possibilité de lui offrir le Supermax. Donc en gros, le montant qu'ils vont pouvoir lui offrir, c'est le même montant que toute autre équipe en fait. Donc ça, c'est quand même un élément assez instabilisant, tu vois. Après, l'histoire de Luka, c'est plutôt une histoire qui est faite de... c'est un mec de grande institution, tu vois. Il est parti au Real Madrid, il est resté longtemps au Real Madrid. À Dallas, il donnait pas l'impression de vouloir partir. Là, il arrive aux Lakers. Toi, les Lakers, c'est un peu le Real Madrid de la NBA, tu vois, en termes d'institution, tu vois. C'est un espèce de gros truc, c'est dur de trouver mieux. Mais ça me paraît pas improbable. En fait, maintenant, la NBA, 1 an et demi, c'est tellement loin, je trouve que finalement... tu vois, que tu fasses un trade pour ce qui se passe
pour voir déjà ce que ça donne sur 18 mois, c'est pas un truc qui me choque en fait. 1 an et demi, ça me paraît trop loin, quoi. Mais après, les Lakers, ils ont quand même ce truc-là de réussir à construire pour les stars un espèce de cadre idéal. Il y a un cadre de vie qui est à peu près idéal. On sait qu'ils ils te laissent en fait venir avec ton entourage et t'installer avec ton entourage. Tu vois, on l'a vu avec LeBron, ils ont laissé Rich Paul prendre la main, il n'y a pas de souci. Les coachs, tu fais un peu ce que tu veux. À l'époque de Kobe, ils avaient considéré que c'était lui la star, ils voulaient dégager Shaq, ils ont dégagé Shaq, ils ont voulu à un moment donné ils voulaient arrêter avec Phil Jackson, ils ont arrêté avec Phil Jackson. L'histoire des Lakers, elle a un peu fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnent tellement tout à la star, que la star, soit elle a envie de venir, soit elle a envie de rester. Et ça, c'est fort dans leur identité, tu vois. Donc ça, c'est un atout pour eux. L'atout qu'ils ont perdu par rapport à Dallas, c'est qu'ils peuvent pas offrir le Supermax. Ce qui est pas rien quand même. Ils ont un effectif sur le court terme qui est moins compétitif aussi que les Mavs. Mais moi, je pense qu'il va prolonger. Je pense qu'au pire, si jamais ça se passe vraiment mal, ils demandent un trade. Et les Lakers, ils n'auront pas d'autre choix de le transférer. Mais ouais, je pense que, à moins qu'il y ait une superbe opportunité, genre dans une équipe, je sais pas, les Nets, parce que Giannis, il passe un coup de fil et il dit ouais, viens aux Nets parce qu'il y aura aussi d'autres stars ou je sais pas quoi, tu vois. Je donne les Nets en exemple, mais ça se trouve, c'est le 8 ou voilà. Je pense que ouais, il va rester et après, oui, si jamais ça se passe vraiment mal et que Pelinka il fait pas le taf, il demandera un trade, mais je pense qu'il va quand même rester sous plus de 18 mois, quoi. Ce que je trouve en fait bien pour eux, c'est que pour moi, c'est un trade vraiment sans risque. Et c'est pour ça qu'ils sont complètement gagnants dans ce trade-là. Anthony Davis avait prolongé son contrat, qui l'amenait jusqu'à ses 37-38 ans, je crois. En fait, quand Lucas va arriver en fin de contrat, Anthony Davis sera un joueur de 34 ans. Un intérieur qui mise beaucoup sur son physique, qui a 34 ans, qu'est-ce qu'il donne, tu vois, tu sais pas trop. T'arrives à la fin du contrat de LeBron James. Tu vois, il y avait un espèce de truc un peu bloquant, en fait, de toute façon, où t'arrivais à la fin d'un espèce de cycle dans 1 an et demi, fin de LeBron James, Davis qui régresse, et où de toute façon, il fallait reconstruire derrière, tu vois. Et donc, finalement, tu vois, dans le pire des cas, t'as tenté ta chance avec Lucas, et au moins, t'es pas bloqué avec Anthony Davis, contre qui tu aurais sans doute pu obtenir des assets dans 1 an et demi. Mais enfin, le jeu en vaut tellement la chandelle, en fait, qu'au pire, si Lucas part, tu auras loupé ton truc, mais tu n'auras pas perdu grand-chose. La fin de cycle, elle sera arrivée quand même à ce moment-là, tu vois, de toute façon. Et donc finalement, c'est pas si grave que ça, quoi. Je le vois plutôt comme ça, le truc. Tu vois d'autres éléments à dire, ou est-ce que pour toi, on a fait le tour ? Ah, c'est bon. On est tout bon. Et écoutez, on va conclure là-dessus. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce trade, sur les éléments de jeu. On a essayé d'être un peu créatif aussi là pour vous parler de ce qu'on imagine voir. Et puis restez connectés parce qu'on va continuer avec d'autres trades toute la semaine. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur le Discord pour discuter avec nous. Vous pouvez réagir sur Twitter, sur YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis et surtout, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.